bonjour à tous. Donc, je me présente, Wolfgang Le Goff. Je suis associé dans nos activités de conseil. Je pilote d'ailleurs nos activités de conseil en région Ouest et puis je travaille principalement sur des projets de transformation technologique. Bonjour, Benoît Favre-Nicolin. Je suis associé chez KPMG sur la partie également technologique et je dirige le conseil sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sud-est de la France. Écoutez, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et d'ETI. C'est un sujet qui est un sujet à la fois très d'actualité, mais également qui fait écho à une étude qu'on a fait récemment sur les transformations que devaient mener les ETI en France. Une étude qu'on a menée auprès de 200 dirigeants qui ont permis de tirer quelques enseignements, dont un qui était que le numérique était un accélérateur de toutes les transformations des ETI, et notamment en faisant un effet de levier sur ce qui touche à l'intelligence artificielle. Alors dans cette étude-là, on a interrogé des dirigeants. C'était une étude qui était faite pour les dirigeants, mais par les dirigeants. Et c'était important également dans cette keynote aujourd'hui à Vivatech d'interroger des dirigeants sur justement ce qu'était l'intelligence artificielle pour eux et comment elle se concrétisait dans leurs ETI. Et c'est pour ça qu'on accueille Delphine Anton de la société Tuan. Bonjour. Et Stéphane Cao du groupe Martin Belezou et directeur général de Mabeo Industrie. Alors on va leur poser quelques questions qui vont nous permettre justement de comprendre un peu quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans leurs entreprises. C'est le premier point, Delphine. Je propose que vous vous présentiez et puis que vous nous expliquiez concrètement comment l'IA impacte la transformation du groupe Tuan. Alors, donc, le groupe Tuan, c'est un groupe qui a 177 ans, donc c'est une jeune start-up et avec effectivement une activité qui est autour du dispositif médical, donc qui est concentrée autour des ceintures, des orthèses, des bas de contention. On est un groupe qui fait plus de 50% de son chiffre d'affaires en dehors de la France. On est présent en Europe et aux États-Unis et on est un des leaders mondiaux sur ce domaine très particulier qui est le dispositif médical, avec des usines partout dans le monde pour permettre d'être au plus près de la réalité du patient, ce qui est très important pour nous. Donc, par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, qui sont autour de, les 3 enjeux majeurs qui sont d'une part l'efficacité. Quand on est industriel européen ou américain, on n'a pas d'autre choix que d'être efficace et de travailler en continu sur l'efficacité, parce qu'avec des systèmes de santé qui nous exigent des économies chaque année, on va devoir et on est obligé d'être efficace. Donc sur ce sujet-là, l'IA est un élément très important pour nous. Et comment nous, on a abordé l'IA? On l'a abordé ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on est venu chercher avec les équipes comment ils imaginaient générer l'IA dans leur profession, dans leur fonction. Et à travers un accompagnement qui nous a accompagné, un des consultants qui nous a accompagnés, on a généré 30 use cases sur lesquels on va travailler au fil de l'eau pour pouvoir les implémenter. Donc 30 use cases qui viennent en fait des équipes et non pas du top-down, parce que c'était très important de pouvoir les faire vivre avec les équipes. Alors vous parlez notamment d'efficacité industrielle. Est-ce qu'il y a un use case qui serait intéressant de partager aujourd'hui ? Alors il y a un endroit sur lequel on a déjà commencé à travailler sur l'industrie en particulier, c'est le fait de pouvoir être très en amont des sources de non-qualité. Quand on est industriel du dispositif médical, on répond à des normes très strictes qui s'appellent les normes ISO 13485 et on doit justement être parfait dans les produits, ce qui nécessite d'avoir des contrôles en fin de chaîne qui sont des contrôles extrêmement conséquents. On va tester 100% de nos produits en fin de chaîne, ce qui est très conséquent en termes de ressources. Aujourd'hui, avec l'IA, on travaille avec l'école des mines de Saint-Étienne pour aller chercher très en amont la source de non-qualité et d'aller déterminer à quel endroit se passe cette non-qualité et comment on vient anticiper la non-qualité pour faire en sorte qu'on vienne la chercher le plus tôt possible et éviter de produire un produit qui, dès le départ, était de mauvaise qualité. Donc ça, c'est l'IA et c'est un travail sur lequel on travaille. C'est un projet sur lequel on travaille. Le deuxième endroit, c'est très spécifique à notre domaine. C'est un domaine très réglementé. On a ce qu'on appelle une réglementation européenne qui nous contraint sur la documentation de nos produits.
Et on va avoir l'IA qui va nous accompagner sur la mise à jour de nos dossiers. C'est des dossiers qui font entre 150 et 200 pages, donc c'est des gros dossiers de documentation. Et dès qu'on change un fil ou dès qu'on change un élément du produit, on va devoir mettre à jour ce dossier. Donc quand on vient être sur des ressources aussi importantes pour mettre à jour ces dossiers, l'IA va être un endroit qui va nous permettre de le faire de manière automatique et intelligente. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Sur ces sujets d'efficacité, d'intelligence, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de mesurer les gains obtenus sur ces deux projets ? On s'est donné les moyens d'être, je dirais, sur des calculs de rentabilité, parce que c'est très important de se dire, et le ticket d'entrée est souvent assez conséquent pour une entreprise de notre taille, c'est-à-dire c'est 150 ou 200 000 euros pour pouvoir pratiquer et mettre en place un use case qui est très conséquent pour nous. Mais donc on a des calculs de rentabilité qu'on a réalisés dès le départ, en fait, dès qu'on a attaqué les projets, et on est souvent sur des rentabilités assez rapides, parce que comme vous le voyez, on a, je dirais, des ressources qui sont pour l'instant dédiées dans ces endroits-là, qui sont des ressources très importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphane, donc le groupe Mabeo Industries, comment se concrétise l'intelligence artificielle dans votre groupe ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, je représente la société Mabeo Industries, qui est une filiale du groupe Martin Bélézou, qui est un distributeur de fournitures industrielles et également tout ce qui est pôle bâtiment avec du sanitaire chauffage et des énergies renouvelables. C'est une ETI qui pèse 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui est basée à Bourg-en-Bresse et qui est une ETI familiale qui appartient majoritairement à Patrick Martin. Alors concernant l'intelligence artificielle, bon déjà je vais essayer de ne pas être artificiellement intelligent dans ce que je vais dire, mais par rapport à ça, nous on fait d'abord une acculturation. Donc c'est vraiment, et ça touche tous les départements de l'entreprise. D'abord, on essaye d'acculturer le comité de direction, également des clients. Ensuite, on fait de la veille à travers les réseaux professionnels, à travers des groupes de travaux interprofessionnels. On se documente. Et on a aussi nommé un référent Microsoft, on va dire copilote, pour nous aider dans la démarche. Quand je dis que ça touche vraiment tous les départements de l'entreprise, c'est le cas. C'est vrai que c'est mené beaucoup par le système d'information. On fait de la surveillance de réseaux informatiques, notamment tout ce qui est lié aussi à la cybersécurité. On génère également tout ce qui est des KPI, on va dire des indicateurs à travers l'intelligence artificielle. Mais ça va aussi toucher l'ARH, par exemple, puisqu'on fait également dans l'entreprise des revues de potentiel. Et lorsqu'on a des postes vacants qu'on essaie de pouvoir promouvoir en interne, on essaie de faire matcher grâce à l'IA les compétences, on va dire, requises pour le poste et également les compétences qu'on a par rapport à nos collaborateurs. Ça touche le marketing, puisque là-dessus, il y a la data, il y a la donnée produit. Ça va nous aider à enrichir le produit, à faire aussi du descriptif de produit, mais également au niveau du marketing, de travailler sur les catalogues, la génération de voix, notamment lorsqu'on fait des vidéos institutionnelles. On va générer de la voix avec de l'intelligence artificielle. Également les services d'approvisionnement, donc nous on est distributeurs et là-dessus il faut pour un distributeur bien approvisionner, bien stocker et bien livrer. Et à travers cela, donc on a des systèmes, si vous voulez, de prévision, on va dire, de vente et d'approvisionnement qu'on essaie de générer par l'IA, qui nous permet d'être plus précis et d'avoir moins de rupture en termes de produits, parce que pour un distributeur, c'est important, c'est vraiment d'avoir la disponibilité produit pour nos clients. Quand on parle de clients, on travaille aussi avec des grands groupes industriels. Et sur ces grands groupes-là, on répond à des appels d'offres. Et les appels d'offres sont de plus en plus compliqués en termes j'allais dire, de requirement en anglais, je trouve pas le mot, excusez-moi, de besoin. Et on va faire tourner, on va dire, l'IA pour générer à travers les mots-clés les points essentiels de l'appel d'offres pour pouvoir être le plus pertinent possible, notamment dans la manière dont on va répondre, mais dans la manière aussi dont on va soutenir avec les différents points requis. Donc je pourrais vous en citer beaucoup d'exemples. On a aussi un chatbot, notamment sur le système d'information, où en interne, lorsqu'on a des réclamations par rapport à
un système d'information, et ben là on fait tourner un chatbot pour pouvoir répondre plutôt que d'avoir une hotline, parce que souvent nos collaborateurs sont bien pris et on sait que lorsqu'on a un problème de PC, lorsqu'on a un problème on va dire autre en interne, et ben il faut pouvoir répondre rapidement. Et on le fait également sur des services clients. Donc nous on a un site internet, on vend aussi à travers le digital et on a des Trustpilot, on a certaines notes. Et comme tout client, il peut laisser des commentaires qui peuvent être des bons commentaires, mais également des moins bons commentaires. Et là, on fait aussi tourner l'IA en essayant, à travers le ton du mail, du rédactionnel, de pouvoir essayer de tirer la substance, on va dire, de la réclamation client en disant attention, là, il y a une alerte, le client est mécontent, et de tout de suite, à travers notre cellule, le service client, de recontacter le client pour savoir ce qui s'est passé. Donc vous voyez, ça touche, c'est vraiment divers et varié. Mais ça touche tous les domaines de l'entreprise. Merci Stéphane. On voit au travers de ces deux témoignages-là que l'intelligence artificielle, elle est vraiment omniprésente à la fois au service de l'efficacité opérationnelle, ce que vous disiez, Madame Anton, à la fois sur la différenciation, l'écoute client, comme le témoignait Stéphane Cao. Il y a également un point qui est très important dans l'intelligence artificielle, c'est à la fois bien sûr les bénéfices qu'elle amène, mais c'est également tous les freins que l'on peut rencontrer quand on est une ETI et qu'on se confronte justement à l'intelligence artificielle. Et pour nous, c'était également intéressant, et on l'a vu dans l'étude, c'était de être à la fois dans ce que ça apporte en termes d'opportunités pour l'entreprise, mais aussi les difficultés, les freins que ça amène. Et là-dessus, Stéphane, on aurait bien avoir ton témoignage. Je pense que les freins, c'est un bon nombre de freins qu'on rencontre dans bon nombre d'entreprises. C'est les freins à transformation, quelque part, et les freins à utilisation. Les cas sont complexes par rapport à la distribution professionnelle. Nous, ce qu'on essaye, d'abord pour les contourner, c'est on teste et on apprend à travers ces tests. Après, on sait qu'il y a une hyper-médiatisation de l'IA et ça va très vite. Et c'est compliqué, on va dire, de pouvoir juger la pertinence de nos solutions qu'on va mettre en œuvre. Et là-dessus, il faut qu'on calcule des retours sur investissement qui ne sont pas évidents. Et il ne faut pas se tromper parce que ça peut très vite être coûteux, à la fois dans la transformation, à la fois dans le côté chronophage que ça peut apporter au niveau des équipes, mais aussi dans les solutions et dans le bénéfice qu'on va en tirer. Sur le pilotage... Merci. Ça fonctionne. Et sur le pilotage de ces projets, on voit qu'il y a beaucoup de transversalité dans la transformation. On a cité des cas d'usage sur l'efficacité industrielle, on a cité des cas d'usage sur l'expérience client. Donc on est vraiment au cœur de transformation qui embarque plusieurs compétences au sein de l'entreprise et même en dehors. Donc c'est assez intéressant de voir avec vous, Delphine, quelles sont les mécaniques et quel schéma de gouvernance vous retenez pour diffuser, infuser l'IA et surtout mettre en pratique des projets d'intelligence artificielle plus généralement liés à la technologie au sein du groupe. Alors nous, on a choisi une gouvernance qui était vraiment de placer ça au plus haut niveau, puisque en fait, c'est le directeur de la transformation digitale qui est au sein du COMEX qui vient porter ce sujet-là. Et je dirais que moi-même, je suis très, très intéressée et très impliquée dans le sujet. Donc c'est vraiment la direction générale au plus haut niveau qui vient porter ces sujets-là. Maintenant, il ne faut pas que ce soit détaché de la réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment aller constituer une envie et un appétit autour de ces sujets-là à tous les niveaux, y compris dans les niveaux les plus, en tout cas dans toutes les ramifications. Et ce qui veut dire que, un peu comme vous, on a déployé des tests sur des licences copilotes en ayant la possibilité pour chaque membre du COMEX de choisir une dizaine de membres d'équipe à tous les niveaux, et qui puissent pratiquer copilote et ensuite d'en faire le bilan et de se dire quelle en a été l'utilisation, en quoi ça a été bénéfique ou pas, est-ce qu'on peut passer des étapes supplémentaires en benchmarkant entre les équipes et pour donner un appétit, parce qu'il y a beaucoup, je trouve que c'est un sujet qui peut être très anxiogène parce que c'est un sujet qui forcément pose question sur comment va se transformer ma mission, mon travail de demain. Je dirais à tous les niveaux, et en quoi est-ce que nous on vient rassurer sur l'opportunité que ça représente et rassurer dans le fait qu'on va accompagner par la formation et par la transformation ces étapes pour l'ensemble des équipes. Ça c'est très important pour nous.
Donc on imagine qu'effectivement il y a cette dimension accompagnement, il y a aussi une logique budgétaire dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'impact de ces projets de transformation sur les budgets que vous mettez sur les sujets IT? Alors on ne va pas se cacher, comme vous le disiez, le fait que c'est des budgets qui sont très conséquents pour nous. Si on vient regarder l'évolution de nos dépenses, nos engagements sur les systèmes d'information, on a quasiment doublé nos investissements sur les systèmes d'information depuis 5 ans. Pas uniquement sur l'IA, bien sûr, mais on sait que c'est un élément très structurant pour le groupe pour constituer la réponse de la valeur ajoutée de notre groupe demain. Donc on n'a pas d'autre choix que d'y mettre les moyens. Mais c'est effectivement très conséquent pour une entreprise comme la nôtre. Stéphane, est-ce que vous voulez réagir sur ce point-là? Oui, les budgets sont conséquents. Juste peut-être, j'ai omis de vous dire quelque chose sur les freins où il faut faire très attention par rapport à l'IA et l'usage. C'est la RGPD. C'est-à-dire que sur la protection des données, ça c'est un point essentiel et important. Et ça peut être aussi un frein important dans la mise en place de l'IA. Merci. Je pense que, si j'essaie de faire une petite synthèse, parce que je vois qu'on a encore un petit peu de temps, ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle et les ETI, c'est que déjà c'est une réalité, quelque chose qui est vraiment en cours et qui se place vraiment comme un enjeu majeur et une priorité pour les ETI. Le deuxième enseignement, c'est que finalement, dans ces 2 témoignages-là, on voit qu'il y a une démarche qui part justement de cas d'usage, d'opportunités qui prennent leur ancrage dans la réalité à la fois stratégique du client, mais également dans la réalité opérationnelle des équipes. Donc comment l'intelligence artificielle va apporter de la valeur ajoutée, créer de la valeur pour l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et un point également important qui a été mentionné, c'est 2 points. Le premier, c'est ça peut faire peur, c'est un gros changement. Donc il y a forcément de l'accompagnement du changement à opérer, faire monter en compétence les équipes, les faire s'approprier finalement ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc ça c'est un point. Et puis il y a cette dimension financement, budgétisation, dans lequel là encore le travail sur la création de valeur, le travail sur le retour sur investissement va être important et le suivi même des gains associés à la mise en place de l'intelligence artificielle va être un point majeur dans la réussite de ces projets. C'est des projets qui sont tout à fait faisables et appréhendables. C'est à la fois nouveau et en même temps ça reprend un certain nombre de mécaniques vertueuses qu'on a retrouvées et qu'on retrouve toujours dans des projets qui utilisent la technologie, et c'est quelque chose qui est maintenant à développer dans l'ensemble des ETI. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques éléments, Wolfgang, Delphine, Stéphane. Oui, ouais, écoutez, sûr. On peut prendre un moment pour les questions. Bonjour, merci pour les témoignages. Je voulais vous demander comment on convainc un board de faire x2 sur un budget IT ou d'obérer les bits de 2 points avec un ROI finalement assez incertain. En tout cas, moi j'ai cette problématique-là actuellement et je serais très intéressé de savoir comment on arrive à franchir la barrière de ce premier niveau d'invest, de la structure qu'il faut, de la qualité de la data qu'il faut pour y aller. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Comment vous avez réussi à convaincre vos boards ? Alors, moi, je dirais que, déjà, moi-même ayant une conviction forte, je pense que ça permet de pousser quand même le sujet. Maintenant, bien sûr que je ne suis pas la seule à prendre la décision. D'une part, je pense qu'il faut être sur des étapes qui sont des étapes par petits pas. C'est-à-dire que nous, on s'est donné les moyens de développer et de pratiquer les cas d'usage qui sont les plus rentables au départ, les plus accessibles, sur lesquels il y a déjà des réponses qui parfois existent sur l'étagère et sur lesquelles on se dit « Ok, ça a déjà été pratiqué, donc on va pas réinventer la roue, on va quand même faire des choses qui sont déjà dans l'existant ou quasiment ». Ce qui permet de rassurer le board et de se dire bon ok, si ça s'est bien passé, ça veut dire qu'on fait l'étape d'après et qu'on valide le budget de l'année suivante.
Sur la donnée, c'est vrai que la donnée est le prémisse, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être en situation d'avoir nettoyé la donnée et d'avoir je dirais, construit la donnée pour pouvoir arriver à ce qu'on veut faire. Et ça, de toute façon, on n'avait pas d'autre choix que de le faire à partir du moment où on commence à aller sur des business models qui sont loin des nôtres, qui sont de l'e-commerce et d'autres choses qui vont de toute façon nécessiter qu'on structure la donnée. Donc, mais effectivement, c'est un préalable sur lequel on s'était déjà mis en chantier avant même d'aborder des sujets sur l'IA, mais qui sont des chantiers importants et conséquents en termes de moyens. Ouais. Même si les ROI sont incertains, moi, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais tout dirigeant, il doit conserver, on va dire, le patrimoine de son entreprise. Dans le patrimoine, il y a les clients, il y a la sécurité de l'entreprise et il y a les salariés. À partir du moment où vous allez porter sur des projets qui sont pour le client, développer le client, le service client, et que ça peut l'améliorer, c'est difficile de le refuser. Ensuite, il y a aussi la sécurité de l'entreprise. Et on parle beaucoup de cybersécurité. Et lorsqu'à un moment donné, vous mettez des budgets sur l'IA, sur les réseaux informatiques, la sécurité, on va dire, la cybersécurité, forcément, vous protégez, on va dire, le patrimoine de l'entreprise et le fonctionnement. Et enfin, par rapport aux salariés, c'est-à-dire que par rapport aux salariés, il y a beaucoup de projets. Tout à l'heure, j'en ai pas nommé. Vous voyez, c'est tout bête. J'ai là encore la chance d'avoir une assistante. Mais nous, la gestion de notre note de frais, elle est gérée par l'IA. C'est-à-dire que nos collaborateurs prennent des photos. Ça vient directement, on va dire, mettre la note de frais dans le logiciel de note de frais. Et ça, c'est du gain de temps à un moment donné. Et dès que vous gagnez du temps, il y a quand même des ROI qui se chiffrent, pas forcément matériellement en termes de rentabilité, mais en gain de temps et en productivité. Oui, vous avez une question ? Bonjour. Donc, merci pour les témoignages. Auriez-vous un cas d'échec, un exemple chacun? Et également, donc, Madame Delphine, vous disiez que donc, vous êtes parti du bottom-up, vous rassemblez les équipes pour monter des projets. Comment vous faites aujourd'hui? Quels sont les leviers de motivation que vous mettez en place? Parce que vos collaborateurs, ils ont leur propre travail. Donc là, aujourd'hui, c'est du travail qu'ils doivent faire en plus. Parce que c'est une démarche d'IA que vous mettez en place. Donc, est-ce que vous mettez des leviers de motivation en place ou il y a une partie de responsabilité qui se crée automatiquement? Alors, sur la première question, non, on n'a pas encore essuyé d'échec à proprement parler parce qu'on n'a pas encore vécu suffisamment d'IA pour se dire qu'on a un échec. On en aura. Donc, il faut savoir les assumer, apprendre des échecs et de se dire qu'est-ce qu'on en fait et comment on vient les vivre. Bien évidemment, par rapport à la question qui a été posée avant, plus on aura de premiers quick win, plus ce sera moteur pour le reste des projets, on ne va pas se le cacher. Maintenant, par rapport à la motivation des équipes, on n'a rien fait. Et j'ai été bluffée par le fait qu'il y ait une mobilisation aussi forte. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir une dizaine de cas d'usage, et en fait, on en a 30 qui sont arrivés sur la table, avec une envie de réaliser qui était assez incroyable. Donc j'ai envie de dire, ça s'est fait tout seul. Bon, est-ce qu'on a de la chance? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un appétit. Alors, je pense qu'on a été bien accompagnés aussi par des personnes qui ont expliqué en quoi est-ce que l'IA pouvait leur faire gagner du temps exactement et en quoi ça pouvait générer des activités où la valeur ajoutée était plus importante que des activités très manuelles et que ça allait enlever une partie de leur activité manuelle. Probablement, il y a eu une force de conviction par rapport à ça. Mais au final, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Pour notre partie, on est encore beaucoup sur du test and learn. Donc, on n'a pas encore de gros échecs. Et bien sûr qu'après, on adapte et on réadapte. Mais on n'a pas encore... et on en aura, comme le disait Delphine, forcément. Et on apprendra et puis on s'adaptera. Ensuite, sur la partie, on va dire... C'est ce que je disais en début de mon intervention. On fait des interventions au niveau des comités de direction, au niveau des différents groupes, pour acculturer, on va dire, notamment les managers à l'IA. Et après, vous avez des services qui sont plus, quelque part, push que d'autres. Notamment, nous, c'est porté par la DSI, chez nous, la direction des systèmes d'information. Donc, ils sont très pushy là-dessus. Et les marketing aussi, parce qu'ils voient bien que tout ce qui est data, enrichissement de la donnée, la descriptive produit, tout ce qui est lié aux outils marketing, ça va les aider. Et on voit aussi qu'on a pris des tests, notamment sur Teams,
où, comme on a beaucoup de groupes de travail, Teams est capable, avec l'IA, de vous générer les comptes rendus. Et ça, de plus en plus, on a aussi dans nos équipes des personnes qui l'utilisent pour générer les comptes rendus de la réunion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous pour ces témoignages. C'est toujours très rapide, forcément. Il y a un point qui est clé et qu'on a voulu mettre en avant avec Benoît, c'est qu'une des clés du succès, c'est l'incarnation DG, Codir. Donc, c'est un effet d'entraînement non négligeable. Et donc, voilà, je pense que c'était bien présenté aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci.